Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors, surprise générale, surprise mondiale, l'élection de Donald Trump à la présidence états-unienne a pris tout le monde de court, à commencer par les savants analystes, les sondagistes, les médias très ouverts, les intellectuels branchés sur le sens du monde. Mais l'onde de choc n'est pas qu'états-unienne et mondiale, évidemment. La superpuissance va assurément faire de la politique autrement, mais jusqu'où et quelles en seront les incidences? C'est peut-être un petit peu trop tôt pour parler de tout cela, mais parce que évidemment les émotions, les déceptions et les joies sont extrêmement à vif, donc on va laisser la poussière un petit peu retomber et au cours des prochaines semaines, soyez assurés que j'aurai des invités qui parleront de cela, tantôt de gauche, de droite, de devant, de derrière, d'en dessous, d'en bas, enfin sous toutes les coutures. Mais je vous propose en revanche de revenir sur la notion de populisme, qui est l'étiquette qu'on a accolée à Donald Trump, et de nous interroger sur l'avenir du Parti républicain qui se reconnaît si peu dans son président. Le point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue et essayiste, président de Génération Nationale et surtout chroniqueur à cette émission. Bonjour Simon-Pierre. Bonjour JPT. Vous avez signé votre billet dans le Journal de Montréal de ce matin sur votre blog. Êtes-vous également surpris? Surpris, oui. Pas complètement décontenancé. Moi, il y en avait qui disaient que ça allait être un balayage Clinton, que ça allait se régler très, très tôt dans la soirée. Oui. Et moi, j'ai jamais cru ça, par contre. J'ai jamais cru ça. Je me disais que ça serait une élection serrée, ce qu'on peut dire ce que ça a été. Là. Quand on a les résultats à 2h30 du matin, on peut parler d'une élection serrée. Oui. Et surpris, oui, mais pas tombé en bas de ma chaise, pour le dire ainsi. Vous avez dit un truc, une phrase dans votre texte. Je vous lis, Simon-Pierre. Mm-hmm. Les démocrates auraient dû réfléchir un peu plus avant de magouiller grossièrement pour écarter Bernie Sanders, seul candidat capable d'incarner lui aussi cette révolte populaire et de lui offrir un programme cohérent. Vous attribuez donc la victoire de Donald Trump à une révolte populaire? Oui, absolument. Sans plus, il n'y a pas de calcul. Vous avez dit, vous avez gâché le punch de ma dernière phrase de texte. Alors, on va revenir en arrière. On va couper. Personne n'a entendu. Mais écoutez, je n'ai pas de problème néanmoins à répondre de mes écrits. Alors, citoyen, ça va trembler, répondez. Alors, vous pouvez, vous avez sans doute dénoté, je dis le seul à pouvoir lui aussi. Donc, vous avez sans doute compris que je voulais dire le seul du côté démocrate à pouvoir lui aussi, comme Donald Trump. Oui, parce qu'on a souvent comparé, Trump et Sanders. Oui, on parlait de la montée des populismes, on parlait du fait que les establishments respectifs des deux partis étaient désormais plus menacés que jamais, étaient désormais plus en danger que jamais. Dans le cas de Trump, surprise générale, il a gagné en écrasant l'establishment du Parti républicain, en attaquant ouvertement les deux derniers présidents républicains qu'il y a eu, les deux Bush, et les deux derniers candidats républicains qu'il y a eu, c'est-à-dire M. Mitt Romney et M. John McCain. Il y a une chose. C'est gros, ça, quand même. C'est très gros. En attaquant ouvertement à la fois la droite religieuse, à la fois la guerre en Irak et à la fois aussi les accords commerciaux, trois éléments qui font l'apanage du Parti républicain traditionnel. Non seulement l'establishment républicain, mais les médias, presque sans doute le monde universitaire. Trump faisait figure de cavalier solitaire avec une cuirasse de rhinocéros, évidemment, parce que pour recevoir tous les coups qu'il a reçus, il rebondissait tout le temps. Il donne l'impression... Je pense pas qu'il manque de confiance en lui, le personnage. Un peu narcissique aussi, sans doute. Un peu beaucoup. Bon. Un peu beaucoup. Remarquez juste d'ailleurs sa réaction le jour même du vote où il a dit si je gagne pas ça, je vais avoir perdu de l'argent, je vais avoir perdu mon temps. Regardez quelle réaction de mauvais perdant à l'avance, en fait, même s'il a gagné. Mais ça prend pas justement des gens qui sont narcissiques à outrance pour pouvoir se mesurer face à l'establishment qui est... En fait, il était presque tout seul contre les médias, beaucoup d'artistes, une partie du monde sportif, les intellos, les sondages... Enfin, tout ce qui prétendait savoir réfléchir, en tout cas, était contre Trump. Ça prend une sacrée dose de narcissisme pour être tout seul et dire « mange-la ». Effectivement, ça c'est clair et net. Ça c'est évident, là, ça va de soi. Mais du côté de Sanders aussi, on a affronté l'establishment démocrate. Par contre, il y a eu des magouilles, ils se sont arrangés véritablement pour écarter
M. Sanders, et pour que celui-ci ne se glisse pas à la tête de l'investiture démocrate, alors qu'il en était un prétendant sérieux. Tout à fait. Ça aurait pu être une petite révolution. Finalement, ça n'a pas été le cas. Mais même si Donald Trump avait perdu hier soir, rien n'aurait été pareil au Parti républicain parce que, justement, l'establishment républicain a été désavoué lors des primaires. C'est vrai. Mais le problème, Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est que là, maintenant, on aura un président Trump avec un establishment qu'il a désavoué, une grande partie. Comment est-ce qu'il va gouverner? Il va falloir réparer les pots cassés avec tout le monde, avec un peuple états-unien fracturé en deux. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation, qui est souvent la logique ultime du populisme, d'avoir un leader incontesté et qui court-circuite tous les corps intermédiaires que sont les tribunaux, les parlements et tout ça, pour dire à son establishment, si vous n'êtes pas content avec moi, moi j'ai le peuple de mon côté. Oui, mais parce que ça va y en prendre beaucoup, surtout dans un pays comme celui des États-Unis. Mais la question qu'il faut se poser maintenant, c'est Donald Trump va-t-il véritablement attaquer l'establishment ou va-t-il, au contraire, s'être contenté d'avoir utilisé la grogne populaire pour se hisser à la tête des États-Unis. Et maintenant, il va continuer les mêmes politiques que toutes les dernières administrations, c'est-à-dire le gouvernement de Wall Street, par Wall Street et pour Wall Street. La question se pose. La question se pose, mais toute la campagne a été sous le signe inverse. Il s'est montré en ennemi, en défenseur de l'homme ordinaire. Attention, il a dit « je défends l'homme ordinaire ». Regardez le Donald Trump pendant les primaires qui disait « je vais hausser les impôts pour les mieux nantis. Je vais hausser les impôts des fonds spéculatifs. Je vais abolir ramener la loi Glass-Steagall, qui, elle, est une loi qui remonte aux années 30, non? Aux années 30, à la première crise, pas la première, mais à la crise financière des années 30. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette loi? Qu'est-ce qu'elle Elle sépare les actions des banques des épargnes. Des épargnes, exactement. Donc, faisant en sorte que les épargnes de l'homme ordinaire en fait, ne soient pas menacées par les activités folles des banques. Et ça a été aboli d'ailleurs par Bill Clinton. Justement, c'est curieux, hein? Oui, un démocrate. C'est pas si curieux. Bon, et donc lui... Il proposait tout ça, mais la campagne étant venue, il s'est efforcé de vouloir enfiler les habits du républicain traditionnel, disant désormais, il va au contraire baisser les impôts pour les mieux nantis, baisser les impôts pour tout le monde, en fait, qu'il disait. Il en était rendu à dire qu'il faudrait revoir à la baisse la réglementation aussi sur la haute finance, également. Par contre, ce qu'il faut lui donner, il a maintenu son discours sur les accords commerciaux et sur la guerre en Irak des primaires jusqu'à l'élection présidentielle. Ça, là-dessus, il a gardé le même discours. ALENA, partenariat transpacifique, ça, il veut mettre la hache là-dedans. Voilà. Et c'est là où les Canadiens sont un petit peu tremblotants, oui, mais l'ambassadeur américain à Ottawa a dit quelque chose de très intelligent hier, très sensé, en fait. C'est pas particulièrement intelligent, c'est la base. Il a dit, puis c'est ce qu'on a dit d'ailleurs au micro de cette émission plusieurs fois, il a dit... le libre-échange dans sa forme actuelle, donc les accords actuels, ce ne sont que des règles, ce ne sont que des traités, ce sont des ententes avec des règlements. Le commerce, c'est autre chose. Les États-Unis et le commerce sont des partenaires commerciaux. Les États-Unis et le Canada sont des partenaires commerciaux depuis toujours. Oui. Et pourquoi ça arrêterait de l'être, franchement? Il y a une montée du protectionnisme. Je pense au bois d'œuvre. Je veux dire, les États-Unis vont vraiment nous mettre des bâtons dans les roues maintenant. Mais il y a des chances qu'à certains égards, il y a une montée du protectionnisme, bien entendu. Sauf que, qu'est-ce qui va se faire pour commencer véritablement? Les Américains sont toujours plus protectionnistes en élection qu'une fois au pouvoir. C'est juste. Même Mme Clinton a été obligée elle-même, à reculons, sur le tard, d'adopter certains thèmes protectionnistes, peut-être quand elle sentait aussi que les États industriels, en voie de désindustrialisation du Nord, comme le Michigan, est en train de lui échapper. D'ailleurs, est-ce que l'establishment démocrate sentait ce qui s'en venait? Je ne sais pas. Mais c'est évident qu'il y a eu un ralliement tardif, même du côté démocrate, à ce type de thème-là. Vous posez, Simon-Pierre Savard-Question, la question de Donald Trump. Est-ce qu'il va devenir ce système qu'il avait pourfendu auparavant? C'est un homme d'affaires avant d'être un politicien. Et il va voir les États-Unis, son pays, le pays qu'il va diriger en janvier prochain, comme une grosse entreprise. C'est possible. Et à la limite, sans plus, est-ce que c'est pas un visionnaire? Il n'y a pas une vision politique. Il est arrivé là-dedans, un peu comme Obélix, plus tôt.
Mais il n'y a pas une vision, il n'y a pas une formation. Dedans quand il était petit. C'est tout sauf le cas de Trump. C'est juste. Mais peu importe, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Et c'est un homme d'affaires avant tout. Oui, qui connaissait absolument rien de la politique. Tout à fait. Il devait suivre ça quand même. Là. Il a fait plusieurs commentaires politiques dans le passé. Il a été membre tant du Parti républicain que du Parti démocrate au fil de sa vie. Et donc, il devait avoir un certain intérêt pour la chose. Mais la logique politique, on a parfaitement vu qu'il ne comprenait pas ça. Là, la logique de la clip électorale, la logique du politiquement correct, et je crois que c'est ce qui l'a fait gagner d'ailleurs. Si ça avait été un républicain plus traditionnel, plus classique, peut-être aurait-il été en position de force après 2 mandats démocrates et une certaine insatisfaction, mais est-ce que ça aurait été le phénomène que ça a été? Imaginez, là, regardez tout ce qui est arrivé. Monsieur Trump a cumulé les bourdes, a qualifié plusieurs immigrants mexicains de violeurs, a été accusé par plusieurs femmes d'être un agresseur sexuel, a même dit que John McCain, l'ancien candidat républicain, qui a quand même été torturé au Vietnam, a même dit ce n'est pas un héros. Ce n'est pas un héros. Ça va loin quand même, ça. Là. Puis n'importe quel candidat plus classique aurait chuté drastiquement. Tout à fait. Et pas Donald Trump. Et lui, ça l'a renforcé. Le phénomène était plus fort que ça. Alors, ce phénomène, justement, parlons-en, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Vous, je pense, vous l'attribuez à la révolte des classes moyennes. Oui. Et c'est pas seulement états-unien, on en parle aujourd'hui de ça parce que c'est l'élection, mais c'est à travers l'Occident en général. Les élites ne jouent plus leur rôle traditionnel d'être au service du peuple qu'elles représentent. Hein. Elles sont mondialisées, elles sont financiarisées, elles voyagent partout, elles sont déracinées. Bon, on connaît votre discours. Sauf qu'un phénomène auquel nous avons parfois assisté... Oui. Il y avait le titre d'un livre en 2008 qui s'appelait « Pourquoi les pauvres votent à droite » de Thomas Frank. De ça, oui. Un très intéressant livre qui posait le diagnostic que cette élite financière a réussi à avoir l'appui des couches populaires et moyennes en stigmatisant une autre élite qui est celle de l'élite progressiste, qui est celle de l'élite du changement à tout prix, de l'innovation sociale, du progressisme en limousine, finalement, pour reprendre l'image de Thomas Frank. Puis pendant ce temps-là, en s'appuyant sur ces classes-là, elle réussit à maintenir ses intérêts. Est-ce que c'est ce que Trump a fait? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si c'est le Trump des primaires ou le Trump comme candidat républicain investi qui l'a emporté. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de nous dire, à cause du fait que ça a été un massacre mur à mur des républicains, tant chez les gouverneurs que chez les sénateurs que chez les représentants et à la présidence, on nous disait, il ne sera pas contrôlé par ces instances. C'est très loin d'être sûr. Donald Trump n'est pas un républicain traditionnel. Non. Il est probablement à couteau tiré avec les républicains traditionnels. On l'a vu même pendant la campagne présidentielle. Donc, il n'aura pas les coups des franges. Ce n'est pas un régime de président absolu là, qui vient d'être choisi hier. Là. La révolte populaire qui l'a amené au pouvoir, Simon-Pierre Savard-Tremblay, est-ce que cette révolte, c'est un phénomène qui se prépare de longue date? Les élites n'avaient rien vu venir ou condamnaient cela comme étant les déplorables dont parlait Hillary Clinton. Est-ce que ces déplorables, entre guillemets, vont pouvoir pérenniser, se transformer en mouvement, en conscience, en discours politique, ou pour l'instant on a l'impression que c'est... Je vous pose une question, on est vraiment à brûle pour point, peut-être qu'on n'a pas de réponse, mais est-ce qu'on va pouvoir donner une forme politique, donner une forme logique, claire, un discours à ce bouillonnement qui a porté Trump au pouvoir? Alors le populisme... que je n'utilise pas de manière péjorative, est un mouvement qui a ses racines aux États-Unis. À la base, le populisme, c'était l'alliance des petits paysans indépendants et des ouvriers. À quelle époque? Ouvriers industriels. Début 20e? Début 20e. D'accord. C'était un mouvement qui disait à l'époque qu'il faut remplacer le gouvernement de Wall Street par un gouvernement du peuple. Il n'y avait aucun fascisme dans ce mouvement-là. Aucun proto-fascisme non plus. Il y avait même des militantes féministes qui s'y trouvaient, des militantes qui ont, parmi les premières à militer pour le suffrage féminin. C'est là où on voit le rapprochement avec Bernie Sanders. Oui, Bernie Sanders en était l'incarnation plus tard, parce que c'est un mouvement qui n'est pas disparu. Tout à fait. Trump s'est appuyé là-dessus pendant l'élection, sur un certain populisme. Sur un certain populisme, je dis bien.
Il n'y en avait pas la totalité des codes, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Maintenant, une fois élu, est-ce que ça aurait été, comme le Parti républicain l'a toujours fait, c'est-à-dire on s'appuie sur la base, sur le peuple de la base, pour au final appliquer le programme de Wall Street, ce que le Parti démocrate a également toujours fait? Ou est-ce qu'au contraire, ça va se concrétiser en quelque chose? Moi, je crains que ce soit un pétard mouillé, tout ça. Justement parce qu'il n'y a pas d'intellectuel, il n'y a pas de... Comment vous dire? Il y a cette révolte, qui est une sorte de... si j'ose dire, qui a vomi. Et puis il y a un Trump qui est arrivé dans un feu d'artifice. Et c'est ma question que je vous pose tout le temps, c'est est-ce ça va se pérenniser ou est-ce qu'il y aura tellement de freins, tellement de crises avec les establishments divers, Trump sera tenté pas de faire un putsch, mais en fait de gouverner directement avec l'aide du peuple, qui lui est pas très bien organisé. Ça risque d'être un foutoir monumental. Ça risque, et même si il n'y a pas de résultats qui sont au rendez-vous, et que le peuple continue à être insatisfait, ça va avoir simplement fait perdre du 4 ans de plus au populisme au sens noble et classique du terme, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir... Vous citez souvent Christopher Lash, qui Lash, en plus, lash out en anglais, ça veut dire fouetter, ça veut dire faire une sortie, une saillie contre quelqu'un, contre les choses. Et il pourfendait le narcissisme des élites. Et est-ce qu'il peut y avoir, pouvez-vous imaginer qu'il y ait des intellectuels qui se rallient à la cause Trump, à ce mouvement de fond qui va aussi déferler sur l'Europe tôt ou tard? Probablement, effectivement, que ça va déferler sur l'Europe, à moins que ça soit tellement une catastrophe évidente qu'au contraire, ça pousse les autres peuples, au contraire, à se dire ça ne fonctionne pas, ce type de recette. Oui. Donc là, vous me demandez, est-ce qu'il y aura une partie de la classe intellectuelle qui pourrait se reconnaître là-dedans? Oui, est-ce qu'il justement pour civiliser ce mouvement, pour lui donner une forme politicable, si j'ose dire, politisable, pardon. Je ne crois pas qu'il y aura un appui chez les intellectuels à ce type de phénomène-là. Ce serait trop contre nature à ce stade-ci. Donc on versera dans le populisme au sens péjoratif. Dans le cas où il n'y a pas d'intellectuel, où il n'y a pas de formalisation de ce mouvement populaire. Oui, mais les intellectuels, la différence entre populisme noble au sens classique, comme on l'a connu comme mouvement populaire aux États-Unis, et cette espèce de populisme qui pourrait s'incarner dans Trump s'il ne livre pas la marchandise sur ses quelques promesses populaires également, il ne se situe pas dans l'appui des intellectuels. Pour les intellectuels, le terme populiste est utilisé comme synonyme à démagogie. Mais ça veut dire que votre peuple qui s'est révolté, vos classes moyennes, vont se retrouver encore une fois orphelines de tout... Oui, mais il faut peut-être arrêter de considérer que ces gens-là n'ont rien compris à rien et puis que leur vote est toujours un simple témoignage de folie, là. Moi, écoutez, je ne me réjouis pas de l'élection d'hier, là. Sauf qu'il faut, si on ne veut pas justement... faut comprendre que ce type... Vous avez parlé de colère qui a été vomi. Si on veut que ce type de vomissement cesse, il faut peut-être à un moment donné se pencher sur les causes et non pas simplement se plaindre des conséquences. Tout à fait, oui. Ce qui me fait penser à cette formule de Bossuet. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Et bien voilà. C'est pas mal. Petite question pour terminer. Les rapports entre Trump et Trudeau vont être olé olé, vous pensez pas? Les deux sont des phénomènes de communication. Sont très ancrés dans leur époque respective. Oui. Donc des phénomènes très narcissiques l'un et l'autre, bien que de manière ô combien différente. Mais deux phénomènes d'agence publicitaire. Mais c'est évident que ça peut créer des flamèches. Et d'ailleurs, Trudeau se présente constamment comme l'anti-Trump. Mais quand on se présente comme l'anti-Trump, c'est encore une fois qu'on veut se coller une étiquette médiatique aussi dans la logique publicitaire la plus totale. Il a quand même eu la sagesse de ne pas se prononcer pendant la campagne états-unienne, hein? Oui, oui. Il a eu il a dû être bien conseillé, ou pas trop quoi. En tout cas, il a eu la sagesse de ne pas mettre les pieds dans le plat. Ça aurait été ridicule d'ailleurs que le premier ministre d'un pays du G8 se prononce sur son voisin du Nord qui est le numéro 1 du G8. Là.
Du Sud. Oui, pardon. Du Sud. Drôle de lapsus. Il fait chaud aujourd'hui, mais drôle de lapsus. on va vous psychanalyser, Simon-Pierre Savard-Tremblay. Merci beaucoup. Je vous laisse ça. Merci. Je vous enverrai la facture. À la semaine prochaine, Simon-Pierre. Et demain, donc, oui, c'est la fin de l'émission, figurez-vous. Demain, portrait de Serge Garand, compositeur québécois, visionnaire, pionnier, et la 12e semaine québécoise de l'orientation. À la régie, Vital Côté, ici Jean-Philippe Trottier. Je vous remercie de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM.